Bonjour, voici la dernière vidéo de cette semaine de révision et de complément sur ce qui avait été fait avant les vacances. On va corriger le DL14 qui parle d'une application linéaire assez usuelle et de son application pour déterminer des familles de polynômes. Allons-y. Alors, on nous introduit une fonction phi, une application phi qui a tout polynôme de R de x à ceci, p rond x plus 1 moins p. On a déjà rencontré cette application. Ce qu'il faut dire au début, bien sûr, c'est qu'elle est linéaire. Phi est... Alors j'ai mis bien sûr, bon... on peut le montrer rapidement. C'est une application qu'on a déjà rencontrée. Donc voilà une application linéaire de R de x dans R de x qui a tout polynôme, on associe un autre. Dans la partie 1, on va essayer de déterminer son image, son noyau et sa restriction à 1 supplémentaire du noyau. Des choses assez classiques donc. Alors, pour n appartenant à n étoiles, on nous demande en petit a 1 de calculer l'image de phi exposant n. Alors, si on a bien compris la composition là, par x plus 1, ça c'est x plus 1 exposant n moins x exposant n. Ici, p c'est le polynôme x exposant n. Ici, on développe à l'aide de la formule du binôme. Le terme en x exposant n s'élimine. Et il reste donc la somme pour k égale 0 jusqu'à n-1, on va pas jusqu'à n, des k parmi n fois x exposant k. Alors, c'est dans ces termes-là, contiennent en particulier, pour le dernier, pardon, excusez-moi, n-1 parmi n, n-1 parmi n, ça c'est n, et ça c'est non nul. Donc, on en déduit que phi de x exposant n est de degré n-1 et de degré n-1 et que son coefficient dominant, c'est justement le dernier terme de cette somme, c'est n-1 parmi n, c'est 1 parmi n, c'est n, c'est non nul, ce qui justifie le fait que ce soit le coefficient dominant et que le monôme concerné soit celui qui concerne justement le degré. Voilà pour cette question. Montrer que phi est un endomorphisme surjectif de R de x. Alors, endomorphisme surjectif, si on l'a pas dit, c'est ici qu'il faut le dire. Parce que endomorphisme veut dire linéaire. Alors, si on ne l'a pas dit au début, il faut ici le préciser. On a bien sûr, phi appartient linéaire, l'ensemble des applications linéaires de R de x dans R de x. D'autre part, une technique classique pour déterminer l'image, c'est d'utiliser la famille image d'une base. Alors, la base évidente pour R de x, c'est l'espace vectoriel. Pardon. La base, c'est la base des x exposant k quand k appartient à grand N. J'ai dit ici que c'est l'espace vectoriel engendré. Mais cette famille, en plus d'être génératrice, est libre. Donc en fait, c'est une base que j'utilise. Alors attention, c'est une famille infinie. Pour engendrer R de x, on ne peut pas se contenter de 1x, x carré en s'arrêtant. Il faut aller comme ça jusqu'à l'infini. La famille qui engendre R de x, c'est la famille des x exposant k pour k appartenant à tout grand N. Alors, ça ne veut pas dire qu'un polynôme s'écrit comme une infinité de termes, puisqu'on sait qu'un polynôme est défini justement comme une combinaison linéaire finie de ces x exposant k. Mais néanmoins, si on veut décrire tous les polynômes, il faut que dans la famille génératrice figurent tous les x exposant k. Alors, vu la linéarité de phi, l'image de phi, qui est, je vous le rappelle, l'image directe par phi de l'ensemble de départ, R de x. Alors si R de x est l'espace vectoriel engendré par les x exposant k, l'image directe par phi de cet ensemble, c'est l'espace vectoriel engendré par les phi de x exposant k, quand k appartient à n. Alors ça, c'est les objets qu'on nous a fait calculer dans la question 1a, sauf un, celui pour k égale 0, puisque là... il n'a pas fait l'objet d'un calcul. Alors, faisons-le à part. Phi de x exposant 0. X exposant 0, c'est le polynôme constant égal à 1. Polynôme constant égal à 1 composé par x plus 1, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Autrement dit, phi de x exposant 0, c'est le polynôme nul.
Donc, dans cette famille-là, le premier polynôme est nul. Autrement dit, l'espace vectoriel engendré par cette famille est le même que l'espace vectoriel engendré par la famille des phi de x exposant k pour k appartenant à n étoiles. Le vecteur nul n'engendre que le vecteur nul par combinaison linéaire, donc on peut le retirer de la famille. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de montrer? Il s'agit de montrer que cet ensemble-là, c'est tout R de x. Alors, on va évidemment utiliser le résultat de la question 1a. Il s'agit de montrer que l'image de phi, c'est R de x. Alors, pour étudier la famille des phi de x exposant k, j'ai donné un nom à ces polynômes. Je les ai appelés pk, par exemple. Pk, c'est phi de x exposant k pour k appartenant à n étoiles. J'aurais pu rajouter p0, mais dans ces cas-là, p0 est le polynôme nul. Alors, qu'est-ce qu'on a vu en 1a? La famille des p indice k pour k appartenant à n étoiles est telle que pour tout k dans n étoiles, le degré de pk, c'est k-1. Alors, vous voyez que tous les degrés sont présents dans cette famille. Le degré 0, pour P1 est de degré 0, P2 est de degré 1, P3 est de degré 2, etc. Et ça pour tout n appartenant à n étoiles. Alors, regardez l'idée, c'est que dans ces cas-là, alors, on a vu ça dans les TD sur les espaces vectoriels de dimension finie, et je vous dis, c'est un résultat à connaître. Fixons un n dans grand N étoile. La famille P1, P2 jusqu'à Pn est à degré étagé et contient tous les degrés entre 0 et n-1. Alors, dans ces cas-là, on sait que c'est une base de R indice n-1 de x. Ça, c'est un résultat à connaître. En particulier, elle est génératrice, donc pour n appartenant à n étoiles, la famille P1 jusqu'à Pn est génératrice de R indice n-1 de x. En effet, si c'est une base, c'est une famille génératrice et libre, mais en particulier une famille génératrice. Alors l'idée est la suivante, c'est qu'on peut faire ça pour tout n. Comme ceci est valable pour tout n, on en déduit que la famille des p indice k où k appartient à n étoile est génératrice de R de x. Alors, en effet, comment faire? En effet, hop, ici je donne le résultat, est génératrice de R de x. Si vous prenez un polynôme p dans R de x, vous le fixez, quelconque. Il a un degré, bon, si ce polynôme est nul, c'est moins l'infini, et dans ces cas-là, tout grand n appartenant à une étoile va convenir, mais prenons un polynôme fixé quelconque. On peut toujours considérer un entier, grand n dans une étoile, qui soit plus grand que le degré de p moins 1. Avec les conventions usuelles, si le degré de p c'est moins l'infini, sinon c'est un entier. Donc on prend un grand n, entier positif et même plus grand que 1, assez grand, c'est-à-dire plus grand que le degré de p plus 1. Alors dans ces cas-là, degré de p est inférieur ou égal à n-1, et donc p appartient à Rn-1 de x. Donc dans ces cas-là, d'après ce qu'on a vu, p appartient à l'espace vectoriel engendré par P1, P2, alors il faut aller jusqu'à Pn cette fois. P1, P2, jusqu'à tac ici, P numéro grand N. Mais alors, P appartient à l'espace. Ça, c'est une sous-famille finie de la famille que je vais écrire là, c'est-à-dire la famille des PK pour K appartenant à n étoile. Là, on aurait pu raccourcir l'écriture en écrivant PK pour 1 plus petit que K plus petit que N, et ici les PK pour 1 plus petit que K plus petit que grand N. Donc vous voyez qu'ici, pour P appartenant à R de X, P est dans l'espace vectoriel engendré par la famille des PK, ce qui signifie bien que la famille des PK engendre tout R de X. Alors, ça nous permet de conclure, et je vais écrire ça de l'autre côté du tableau, puisque l'image de phi, c'est justement l'espace vectoriel engendré par la famille des PK. Bon, j'ai terminé l'étude de l'image en écrivant image de phi égale l'espace vectoriel engendré par la famille des PK. Et on a vu, puisque cette famille est génératrice de R de X, que c'est R de X. Oui, mais R de X, c'est l'ensemble d'arrivées de phi tout entier. Autrement dit, phi est une application surjective. Alors, c'est une application linéaire surjective, c'est donc un endomorphisme surjectif, ce qu'il fallait montrer. On passe à l'étude du noyau dans la question 1C.
Alors, on a déjà trouvé une image de polynôme nul. C'est l'image du polynôme x exposant 0, qu'on peut écrire 1 aussi. Hein. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que tous les multiples de ce polynôme ont aussi une image nulle. Mais les multiples du polynôme x exposant 0, c'est ce qu'on appelle R0 de x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 0. On appelle ça aussi les polynômes constants. Hein. Donc, finalement, tous ces polynômes ont une image nulle et R0 de x est inclus dans le noyau de phi. De plus, on a vu que pour tout cas dans n étoiles, le degré de l'image de par phi de x exposant k, c'est k-1. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand k est dans n étoiles, k-1 c'est un entier. Donc, ce degré, c'est pas moins l'infini, et aucune des images de x, x carré, etc. n'est nulle. Finalement, on imagine avec ça assez facilement que aucune des images d'un polynôme p de degré supérieur ou égal à 1 sera nulle. Alors, montre-le rapidement. Soit p dans R de x, dont le degré est supérieur ou égal à 1. On a p sous sa forme classique, k égale 0 jusqu'à, alors je l'ai appelé petit n, à k x exposant k, où n c'est le degré de p, et dans n étoile donc, hein, puisque c'est supérieur ou égal à 1, et à n, sans coefficient dominant, bien sûr, n non nul, ce qui caractérise, ça fait partie de la définition du fait que n soit le degré de p. Alors, phi étant linéaire, phi de p c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n des phi de x exposant k, mais comme chacun des phi de x exposant k a un degré supérieur au suivant, finalement le degré de p, ça sera le degré de phi de x exposant n, et donc ça sera n-1. Mais n-1, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dans n ça. Donc ici, phi de p n'est pas le polynôme nul, n'est pas. Et donc, p n'est pas dans le noyau de phi. Alors, regardez ce qu'on a montré. Si degré de p est supérieur ou égal à 1, p n'est pas dans le noyau. Par contraposition, on peut dire que si p est dans le noyau, son degré est strictement plus petit que 1, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. On en déduit donc que dans le noyau, il n'y a que des polynômes de degré inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que R0 de noyau de phi, je vais plutôt l'écrire comme ça, en deux temps, on en déduit que le noyau de phi, j'ai dit, il n'y a que, donc est inclus dans R0 de x. Alors, là je répète, dans le noyau de phi, il n'y a que des polynômes de degré strictement plus petits que 1, donc le noyau de phi est inclus dans R0 de x. Les deux inclusions assurent finalement que le noyau de phi, c'est R0 de x, l'ensemble des polynômes constants. Voilà pour le noyau. Alors on termine la partie 1 concernant les généralités sur l'application phi en introduisant l'ensemble E des polynômes de R de x dont l'évaluation en 0 est nulle. On me demande de montrer que c'est un supplémentaire de R0 de x dans R de x. Bon, là on peut aller assez vite à ce stade, hein, parce qu'on a déjà rencontré ce type d'ensemble, je crois même qu'on l'a rencontré à l'identique. Vous pouvez montrer que E est non vide, bien sûr, il contient un polynôme nul, et stable par combinaison linéaire. Si deux polynômes sont nuls en 0, toute combinaison linéaire de ces deux polynômes est nulle en 0. On peut dire aussi plus rapidement que E est le noyau de la forme linéaire qui va de R de x dans R, et qui a P associé P de 0. Je vous rappelle, forme linéaire veut dire application linéaire d'un espace vectoriel dans son corps de base, et les noyaux sont des sous-espaces vectoriels, donc c'est un sous-espace vectoriel. C'est même mieux, regardez, c'est ce qu'on appelle un hyperplan. Pas mieux. C'est un sous-espace vectoriel particulier qu'on appelle un hyperplan de R de x, puisque le noyau d'une forme linéaire. De plus, alors pour montrer que R0 de x et lui sont en somme directe. Bon, là aussi, vous pouvez y aller en deux temps, disant que d'abord l'intersection est réduite au polynôme nul, et ensuite que tout polynôme se décompose comme un polynôme de l'un plus un polynôme de l'autre, mais on peut aussi aller directement en disant que si on prend un polynôme quelconque,
de R de x. Alors un polynôme quelconque de R de x, ça s'écrit somme pour k égale 0 jusqu'à grand N de AKX exposant k, où n est un entier. Alors d'habitude on prend n appartenant à grand N, là j'ai pris n appartenant à n étoiles. On peut toujours le faire, hein, puisque vous savez que il suffit de compléter par des zéros si on dépasse le degré. Alors je prends n dans n étoiles avec n supérieur ou égal au degré de p. Donc je répète, tout polynôme de R de x, qui est donc de cette forme, s'écrit de façon unique sous cette forme, donc de façon unique sous la forme A0 x exposant 0 qui est dans R0 de x, plus la somme des AK xk pour k allant de 1 jusqu'à n qui lui appartient à E. Alors, on a ainsi une décomposition unique de tout polynôme en un élément de R0 de x et un élément de E, c'est-à-dire que R0 de x et E sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans grand R de x. Alors, dans la question suivante, on utilise un théorème qu'on a mis en place dans le cours. Je vais en donner une démonstration, la refaire, disons, pour montrer qu'elle ne dépend pas de la dimension. J'ai énoncé ici le résultat dont je vous parlais, comme grand E, enfin comme E, hein, est un supplémentaire de noyau de phi égale R0 de x. On l'a montré dans la question 1, dans R de x, l'application qui va de E dans l'image de phi et qui a tout élément de E associe son image par phi, je l'ai appelé phi chapeau, cette application. On sait que c'est un isomorphisme. Or ici, l'image de phi, c'est R de x tout entier. Donc vous voyez que, bon, phi, normalement, hein, c'est à la fois la restriction, phi chapeau, pardon, c'est la restriction de phi à E, et sa co-restriction à l'image de grand phi. Mais quand l'image de grand phi, c'est tout l'ensemble d'arrivées de phi, vous voyez que phi chapeau, en fait, c'est seulement la restriction de phi à E. Donc ici, phi égale phi chapeau, et la restriction, phi chapeau. Phi chapeau, c'est la restriction de phi à E. Et cette application est un isomorphisme. Alors, je vais rappeler ici le théorème qu'on a vu dans le cours. Alors, on l'a vu en introduction du théorème du rang, donc dans un contexte où la dimension de l'espace vectoriel était important. En fait, je vous l'avais dit à l'époque, il fonctionne pour deux espaces vectoriels quelconques, y compris de dimension infinie. Alors, je les ai appelés grand E et grand E', 2K espaces vectoriels. On prend une application petit f linéaire de l'un dans l'autre, et on suppose que H est un sous-espace vectoriel supplémentaire du noyau de f dans grand E. Vous savez que le noyau de f est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ. Alors, ce qui existe toujours en dimension finie, c'est le supplémentaire. En dimension finie, tout sous-espace vectoriel admet un supplémentaire. Mais il se peut qu'en dimension infinie, on dispose d'un supplémentaire de noyau de f dans l'espace de départ. On ne le trouve pas automatiquement en complétant une base, mais comme c'est le cas dans notre étude, on peut en trouver parfois. Alors dans ce cas-là, la fonction ou l'application que j'ai appelée f chapeau, qui va de h, donc le supplémentaire du noyau, dans l'image de f, et qui a tout vecteur associe son image par f, je suis repassé à la notation vectorielle usuelle. Hein. Dans le contexte du problème, c'est p, les éléments, parce que c'est des polynômes. Ici, j'ai pris x flèche, parce que c'est des vecteurs quelconques de grand E, et donc de h ici en l'occurrence, puisque f chapeau va de h dans l'image de f à x, j'associe son image par petit f. Eh bien ça c'est un isomorphisme. On va en faire la preuve tout de suite. Bon, elle a déjà été faite, mais ça nous la rappellera. La preuve la voici. Donc l'application f chapeau d'abord est bien définie, parce qu'elle s'applique à des éléments de h qui sont des éléments de grand E et qui donc ont une image par petit f. De plus, pour tout x appartenant à h, cette image est bien dans l'image de petit f. Remarquez que ça c'est vrai pour tout x appartenant à grand E, mais en particulier pour tout x appartenant à grand H, parce que f est le procédé de f chapeau. F chapeau diffère de l'application f, parce qu'on a changé à la fois l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Mais le procédé, lui, c'est f. Donc, f étant linéaire, f chapeau l'est aussi. Donc on a bien affaire à une application bien définie et linéaire. Alors, on va étudier son noyau pour montrer qu'elle est injective et ensuite montrer qu'elle est
Surjectif, soit donc un vecteur x dans le noyau de f chapeau. Être dans le noyau de f chapeau, c'est être dans h, et avoir pour image par f chapeau, donc par f, le vecteur 0. 0 de grand E prime, si on veut être précis. Donc, x est à la fois dans h et dans le noyau de petit f. X est dans h inter, noyau de f. Or, comme h et noyau de f sont supplémentaires, là par contre, excusez-moi, j'ai mis 0 de grand E, donc h inter, noyau de f, c'est le 0 de grand E. Et donc x, c'est le 0 de grand E. Ainsi, le noyau de f chapeau est réduit au 0 de grand E. Et ça, je vous rappelle que ça assure que f est injectif, je le rappellerai après. Alors maintenant, il faut montrer qu'elle est surjective, donc prendre un élément dans son ensemble d'arrivée et montrer qu'il admet un antécédent par f chapeau. On prend donc y dans l'image de f, puisque c'est l'espace d'arrivée de f chapeau. Alors, par définition, être dans l'image de f, ça veut dire être de la forme f de u, où u est dans grand E, un vecteur de l'espace de départ, un espace vectoriel de départ. Mais u n'est pas forcément dans le grand H. Autrement dit, ce u n'est pas forcément un antécédent de y par f chapeau. Il l'est par f, mais pas forcément encore par f chapeau. Or, on a, là c'est la décomposition, hein. Là on a utilisé le fait que h interne noyau de f c'est 0. On utilise maintenant le fait que E est la somme de h et de noyau de f. C'est-à-dire qu'on a u égale h plus un vecteur que j'ai appelé v par exemple, où h appartient à grand H et v appartient à noyau de petit f. Ça c'est parce que E est la somme de h et de noyau de f. Oui, mais alors, on écrit f de u. F de u par linéarité de f, c'est f de h plus f de v. F de v, c'est 0 de l'ensemble E', et donc ça fait f de h. Donc, notre y de départ, qui était f de u, c'est aussi f de h. Y égale f de h, où petit h appartient à grand H. Et ben voilà. Donc ici, on a pris un élément dans l'ensemble d'arrivée, et on a montré qu'il était comme ça, c'est-à-dire que notre y, c'est f chapeau de petit h, puisque h est dans le grand H et que son image par f c'est y. C'est que y c'est son image par f chapeau. Alors ça veut dire que f chapeau est surjective. Et donc son noyau est réduit à 0. Hein. Ici on peut dire que, hop, je le rajoute ici, là, f chapeau est injective et surjective, et linéaire, on l'a vu bien sûr. C'est un isomorphisme. Donc voilà pour la partie 1. Alors dans les deux parties suivantes, on s'occupe de familles de polynômes définis comme des antécédents de certains par l'application phi. Alors commençons la partie 2. Il s'agit de l'étude d'une famille de polynômes qui s'appelle Hn quand n appartient à un grand N. Alors la question 3, c'est une question qui toujours est délicate pour vous parce que c'est ce qu'on appelle une question d'existence. Établir qu'il existe une unique famille Hn, n appartenant à un grand N, de polynômes vérifiant les conditions petit i, petit 2i et petit 3i. Ces conditions, si vous voulez, il faut les écrire. Et montrer ensuite qu'il existe une famille unique, les vérifiant. Alors, je les ai réécrites très différemment. I, j'ai gardé tel quel. Je l'ai appelé 1. C'est h de 0 égale 1. H indice 0 égale 1. Les conditions 2i et 3i commencent par pour tout n appartenant à n étoiles.
On voit hn de x plus 1 moins hn de x, mais ça c'est phi de hn, égale h indice n-1 de x. Bon, vous savez que pour les polynômes, écrire de x, c'est conserver le polynôme initial, donc on peut écrire phi de hn égale h indice n-1. Et d'autre part, la condition hn de 0 égale 0, c'est écrit hn appartient à e. Alors, la question est, est-ce que ça permet de définir tous les polynômes hn et de façon unique? Alors, la réponse est oui, parce que h0 est donné, c'est 1, et d'autre part, qu'est-ce que c'est que h1? Regardez, ça veut dire que h1, si on suit ici pour n égale 1, h1 est l'antécédent de h0 dans grand E par phi. Mais un antécédent de quoi que ce soit d'ailleurs, d'un polynôme fixé dans grand E par phi, il n'y en a qu'un, parce que phi restreint à E est un isomorphisme. Autrement dit, H0 est donné, et la famille des H suivants, H1, H2, etc., vérifie grand E si et seulement si, pour tout n de n étoiles, H indice n est l'antécédent de H indice n-1 par l'isomorphisme phi restreint à E. Mais, je répète, un antécédent d'un objet par un isomorphisme, d'abord ça existe tout le temps parce que l'isomorphisme il est surjectif, et d'autre part c'est unique parce qu'un isomorphisme c'est injectif. Autrement dit, ceci assure l'existence et l'unicité de la famille n appartenant à grand N de R de X, vérifiant I, 2I et 3I. Alors, voilà pour... alors, il y a plein de façons de le dire, vous pouvez faire une récurrence un peu longue en disant pour hn existe et est unique, montrant que hn plus 1 existe et est unique. Je pense que comme ça suffit. Alors, la question 4a, là par contre on va faire une récurrence. On nous dit de montrer que pour n dans n étoiles, le degré de hn c'est n et son coefficient 1 sur n factoriel. Alors on remarque que le degré de h0 c'est 0, et que son coefficient dominant c'est 1 sur 0 factoriel. Donc en fait on peut montrer, montrant que pour tout n, pour tout n de grand n, degré de hn égale n, et que le coefficient dominant, je vais l'appeler CD, et CD de hn égale 1 sur n factoriel, où CD de P désigne le coefficient dominant de P appartenant à R de X avec P différent de 0. Alors, on va le faire par récurrence. Alors, d'abord, c'est vrai pour n égale 0. Le degré de H0 c'est 0. Et le coefficient dominant de H0 c'est 1, et 1 c'est 1 sur 0 factoriel. Donc je vais écrire dans le tableau suivant. C'est vrai pour n égale 0, supposons que c'est vrai pour n fixé, et montrons que c'est vrai pour n plus 1. Alors, allons-y pour la récurrence. J'ai dit, c'est vrai, la propriété pour n égale 0. On suppose que c'est vrai pour n fixé dans grand N, à savoir que le degré de hn c'est n et son coefficient directeur 1 sur n factoriel. Alors qu'est-ce qui caractérise le polynôme h indice n plus 1? C'est la relation phi de h indice n plus 1 égale hn, et d'autre part le fait que h indice n plus 1 soit dans grand E. Alors, occupons-nous de son degré. On a vu dans grand 1 le degré de l'image d'un polynôme dont le degré était plus grand que 1.
Alors, d'abord, degré plus grand que 1, c'est le cas de Hn plus 1. Pourquoi? Parce que Hn plus 1 n'est pas dans le noyau de phi. En effet, si c'était le cas, phi de Hn plus 1, ce serait le polynôme nul. Et dans ces cas-là, Hn serait le polynôme nul. On aurait donc degré de Hn égale moins l'infini, ce qui est faux. Ainsi, Hn plus 1 n'est pas dans le noyau de phi, c'est-à-dire que Hn plus 1 n'est pas dans R0 de x. Ça veut dire que son degré est supérieur ou égal à 1. Alors, ça on a vu, hein, on peut appliquer l'étude qu'on a faite dans la partie 1, notamment dans la question 1. Si un polynôme P a un degré supérieur ou égal à 1, le degré de son image, c'est le degré de H, donc de son degré, moins 1. Comme ça, c'est le degré de Hn. Alors, degré de H indice n plus 1 moins 1 égale degré de Hn, et d'après notre hypothèse de récurrence, c'est n. Alors, degré de H, hop, n plus 1, c'est n plus 1, puisque je transpose le petit 1. D'accord? Donc, déjà montrer que si notre hypothèse est vraie au rang n, le polynôme H indice n plus 1 a un degré plus grand que 1, qui vaut, avec une petite récurrence là qu'on a faite, justement n plus 1 reste à s'occuper du coefficient dominant. Alors, une fois qu'on a le degré, on peut écrire Hn à l'aide des écritures usuelles, la somme pour k égale 0 jusqu'à n plus 1, des ak x exposant k, où a nu indice n plus 1 est différent de 0. Ce sera justement son coefficient dominant. On veut déterminer indice n plus 1. Alors, qu'est-ce que c'est que phi de h exposant n? C'est la somme pour k égale 0 avec cette notation. On va même mettre tout de suite k égale 1 parce que, hop, le premier terme, là, A0, x exposant 0, quand on lui applique phi, ça fait 0. Donc, somme pour k égale 1 jusqu'à n plus 1, des ak facteur de phi de x exposant k. Je rappelle, l'application phi est définie, alors je vais l'écrire, x exposant k. Je vous rappelle que phi de x exposant 0, c'est 0, le polynôme nul. Bon ben on va écrire ici ce que c'est et déterminer la valeur de a indice n plus 1, sachant que tout cela là, c'est le polynôme Hn. Ce que je viens d'écrire, ça s'écrit de la façon suivante. Phi de h indice n plus 1, c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n plus 1 des ak facteurs de, là j'ai recopié, phi de x exposant k, c'est-à-dire x plus 1 exposant k moins x exposant k. Alors, on sait que ce polynôme c'est Hn, on l'utilisera plus tard, mais en tant que somme de monômes de cette forme, quel est son coefficient dominant? Eh bien, regardez, chacune des parenthèses là, produit un polynôme de degré inférieur. En effet, si j'isole le premier terme correspondant à k égale n plus 1, j'ai a n plus 1, x plus 1 exposant n plus 1 moins x exposant n plus 1. Tous les autres sont des polynômes de degré plus petit que n. Donc le coefficient dominant de phi de hn plus 1, c'est le coefficient dominant de celui-là, de polynôme. Or, il est à trouver où? Bon, multiplié par n plus 1 bien sûr, parce que ça c'est pas nul. Et puis, eh bien, dans le crochet ici, on l'a vu, hein, ça c'est x plus 1 exposant n plus 1 moins x exposant n plus 1. À l'aide de la formule du binôme, en tout cas les premiers termes, par ordre des puissances décroissantes. Donc le x exposant n plus 1 va disparaître, il va venir n plus 1 x exposant n. Là j'ai fait une petite bêtise, c'est 2 parmi n plus 1, hein, puisqu'ici le 0 parmi n plus 1 il disparaît, le 1 parmi n plus 1 c'est n plus 1 facteur de x exposant n, 2 parmi n plus 1 facteur de x exposant n moins 1, etc. Donc le coefficient dominant de ce polynôme est a n plus 1 fois a n plus 1 multiplié par n plus 1. Comme phi de hn plus 1 c'est hn, on a l'égalité des coefficients dominants, c'est-à-dire a n plus 1 multiplié par
n plus 1 égale coefficient dominant de Hn. Et donc avec notre hypothèse, hop, donc avec notre hypothèse de récurrence, Hn plus 1, pardon, An plus 1, A indice n plus 1 multiplié par n plus 1 égale 1 sur n factoriel, puis en divisant, a n plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 facteur de n factoriel, donc a n plus 1, c'est-à-dire que le coefficient dominant de h numéro n plus 1, c'est 1 sur n plus 1, le tout factoriel. Alors voilà qui termine la récurrence. On peut conclure par récurrence. Je garde un petit peu de place pour déterminer le polynôme H1. Alors, d'après ce qui précède, en particulier, on a quoi? On a en particulier H1, c'est 1 sur 1 factoriel multiplié par x plus constante, parce que c'est un polynôme de degré 1 dans le coefficient dominant et 1 sur 1 factoriel, c'est-à-dire x plus c où c appartient à R. Mais comme h1 de 0 doit être égal à 0, on a c égale 0 et h1 c'est forcément le polynôme x. Alors on aurait pu le trouver tout de suite en voyant que phi de x, c'est x exposant 0, c'est 1. Je vous laisse faire ici. Si vous calculez l'image de x, vous devez trouver 1. X est bien dans E et son image c'est H0. Donc c'est bien, on trouve bien la bonne définition de H1 qui est l'antécédent dans E de H0 qui lui-même voit. Voilà. Bon, on vient de déterminer le polynôme H1. Dans la question 4b, on veut des informations sur les polynômes H2 et H3, puis finalement la valeur de ces polynômes. Alors, qu'est-ce que H2? C'est l'antécédent de H1 dans le grand E, c'est-à-dire que phi de H2 c'est H1 et H2 de 0 égale 0. C'est ça que ça veut dire, appartenir à E. Alors, j'ai réécrit cette égalité en utilisant non pas la composition, enfin sans mettre le rond de la composition, en mettant des parenthèses, c'est peut-être plus parlant. Phi de H2 c'est H2 de x plus 1, et ça ne veut pas dire fois x plus 1, ça veut dire composé par x plus 1 moins H2. Alors dans ces cas-là, il faut que ce soit homogène, on écrit H2 de x dans ces cas-là, égale H1, mais H1 c'est x. Alors, on veut la valeur de H2 en 1, il suffit d'évaluer ici les deux polynômes présents de chaque côté de l'égalité en 0, donc on a H2 de 1, moins H2 de 0, mais H2 de 0 ça fait 0, égale x en 0, ça fait 0. D'autre part, qu'est-ce que c'est qu'H3? H3 c'est l'antécédent d'H2 dans le grand E, donc phi de H3 c'est H2 et H3 de 0 c'est 0. Alors j'ai écrit à nouveau phi de H3 égale H2 sous la forme H3 2, encore une fois, au rond, mais bon ici je ne l'ai pas écrit. H3 de x plus 1 moins H3 de x égale H2 de x. Alors on veut H3 en 0, en 1 et en 2, alors on va évaluer en 0 d'abord. On obtient donc H3 de 1 moins H3 de 0, mais H3 de 0 c'est 0, égale H2 de 0, mais H2 de 0 c'est 0, donc H3 de 1 égale 0. Puis en évaluant 1, on obtient H3 de 2 moins H3 de 1, mais H3 de 1 on vient de montrer que c'est égal à 0, égale H2 de 1, mais H2 de 1 on a montré que c'est égal à 0. Donc hop, on a ces deux égalités qui viennent après deux petites évaluations. Alors,
on sait que le degré de H2 égale 2 et que le coefficient dominant, que le coef, j'aurais pu écrire CD d'ailleurs, que le coef dominant de H2 est 1,5, 1 sur 2 factoriel. De plus, on vient de voir ici que 0 et 1 sont racines de... On peut tout ici, hein, ça c'est les données du problème et puis les autres envers que j'ai rajouté. Et que 0 et 1 sont des racines de H2. Donc on n'a pas le choix. H2, qu'est-ce que c'est? C'est 1,5 en coefficient dominant. Il a 0 comme racine, donc il est divisible par x. Il a 1 comme racine, donc il est divisible par x moins 1. Et il n'y a qu'un polynôme qui est de degré 2, dont 0 et 1 sont les racines, forcément d'ordre 1, puisqu'il il est de degré 2, et dont 1,5 est le coefficient dominant. De même, on a, de façon similaire, c'est-à-dire, on dit que le degré de H3, c'est 3, que son coefficient dominant, c'est 1 sur 3 factoriel, donc c'est 1/6e, et que, vous voyez, 0, 1 et 2 sont 3 racines distinctes de ce polynôme. Alors, on a 3 racines distinctes, le degré 3 et le coefficient dominant, on n'a pas le choix. H3, c'est 1/6e de x, facteur de x moins 1, facteur de x moins 2. Voilà pour H3. Alors, vous voyez que dans la question suivante, on veut poursuivre par récurrence l'écriture des Hn, ce que l'on va faire tout de suite. Allons-y pour cette récurrence. Montrons que pour tout n de n étoiles, Hn c'est le polynôme 1 sur n factoriel fois le produit pour k égale 0 jusqu'à n moins 1 des x moins k. Alors, c'est vrai pour n égale 1. Pour n égale 1, ça fait produit pour k égale 0 à 0, et ça fait x. Et 0 factoriel, c'est 1, donc ça fait x. C'est vrai pour n égale 2, on vient de le voir. C'est vrai pour n égale 3, on vient de le voir. Supposons que cela est vrai pour n appartenant à un grand n avec n supérieur ou égal à 3, fixé. Pour n fixé, pour n. Bien sûr. Alors, on a toujours pareil. Qu'est-ce que c'est que h indice n plus 1? C'est l'antécédent de hn dans e. C'est-à-dire que on a h. Alors, j'ai repris la notation de tout à l'heure. Ça, c'est phi de h indice n plus 1. Autrement dit, h indice n plus 1 en x plus 1. Moins h indice n plus 1 de x égale hn de x. Essayez quand vous utilisez une notation qu'elle soit homogène, soit des ronds partout, soit pas de ronds, là c'est des parenthèses. Bon, mais hn, c'est ce que, par hypothèse de récurrence, c'est ce qu'il y a ici. Hop. Et ce polynôme, vous voyez, là le hn qu'on vient d'écrire, et que dont je vais écrire le moins ici un peu mieux, est un polynôme ici qui s'annule en 0, en 1, en 2, jusqu'en n-1. D'autre part, h indice n plus 1 est dans E, donc il s'annule en 0. Alors l'idée, vous voyez qu'on nous l'a fait faire pour h3, l'idée c'est de le faire pour hn plus 1, c'est d'évaluer cette égalité qui est là, d'abord en x égale 0. Alors en x, évaluer en 0 si vous voulez. Donc ça fait hn plus 1 de 1 moins hn plus 1 de 0 égale hn de 0. Mais hn de 0 c'est 0 et hn plus 1 de 0 c'est 0. Donc hn plus 1 de 1 c'est 1. On recommence l'évaluation cette fois en 1, ça fait hn plus 1 de 2 moins hn plus 1 de 1 égale hn de 1. Mais hn de 1 c'est 0 et je viens de montrer que hn plus 1 de 1 c'était égal à 0, donc hn plus 1 de 2 c'est égal à 0. Alors ça c'est à la première étape. Deuxième étape, à la n-1e étape on obtient hn plus 1 de n plus 1 égale 0, et à la nème étape, donc, alors peut-être la n plus 1e étape, en fait, en remplaçant cette fois x par n, j'ai h indice n plus 1 de n moins h indice
n plus 1 de n moins 1 égale h indice n de n moins 1 qui vaut 0, mais je viens de montrer que h indice n plus 1 de n moins 1 c'est 0. Donc finalement h indice n plus 1 en n vaut 0. Ainsi, quel que soit k appartenant à 0 jusqu'à n, h indice n plus 1 s'annule en k. Hn plus 1 de k égale 0. Alors, bon, c'est ça qui permet de conclure, puisque vous voyez que là, il y a n plus une racine distincte du polynôme hn plus 1, dont on connaît le degré et le coefficient dominant. On va pouvoir conclure tout de suite. Bon, j'ai écrit ce que je viens de dire, à savoir que les réels 0, 1 jusqu'à n sont n plus une racine distincte de h indice n plus 1, qui est de degré n plus 1 et dont le coefficient dominant est 1 sur n plus 1. Donc h indice n plus 1, c'est 1 sur n plus 1 factoriel. J'ai dit n plus 1, je crois. Non, c'est son coefficient dominant, c'est 1 sur n plus 1 factoriel, fois le produit pour k égale 0 jusqu'à n des x moins k. Et donc, on peut conclure par récurrence, notre propriété est vraie pour tout n, puisque si elle est vraie pour un n fixé, elle est vraie pour le suivant. Alors, on passe à la partie 3, qui est l'étude d'une autre famille de polynômes en lien avec phi. J'ai réécrit là encore les conditions petit i, petit 2i et petit 3i qui caractérisent cette famille. Elle est caractérisée, en tout cas, du moins, elle sera caractérisée quand on aura montré qu'elle existe de façon unique par b0 égale 1, bon, on donne le polynôme b d'indice 0, et d'autre part, pour tout p appartenant à n étoiles, alors on reconnaît ici bp de x plus 1 moins bp de x, ça c'est phi de bp, égale p fois x exposant p moins 1, et d'autre part, intégrale de 0 à 1 de bp de t dt égale 0. Alors, vous voyez que c'est pas tout à fait comme tout à l'heure. Ici, on ne nous dit pas, par exemple, que BP est dans E, il n'y a pas tout de suite l'isomorphisme phi restreint à E qui est utilisable. Néanmoins, BP, si il existe, c'est un antécédent par phi de P fois X exposant P-1. Or, P fois X exposant P-1 pour P appartenant à une étoile, c'est dans R de X. Et on sait que ce polynôme admet un unique antécédent dans le grand E. Alors, je propose qu'on appelle AP temporairement pour P appartenant à n étoile, notons AP l'unique antécédent de Px exposant P-1 par phi dans grand E. Grand E, je vous rappelle que c'est les polynômes qui s'annulent en 0, qui n'ont pas de coefficient constant. Alors justement, ce polynôme AP, c'est un antécédent de P fois X exposant P-1. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Quand on a un antécédent d'un objet par une application linéaire, on connaît les antécédents de cet objet, à l'arrivée là, en ajoutant à l'antécédent connu n'importe quel élément du noyau. Autrement dit, les antécédents de P exposant P-1 par phi, cette fois dans tout R de X, sont les polynômes. Alors, j'ai pas la place, mais j'écris ici ce que c'est. AP plus K, où K est quoi? Un élément du noyau de phi, c'est-à-dire un polynôme constant. Et alors, il restera à voir que cette condition implique une constante, la valeur d'une constante, donne la valeur de la constante de façon unique, ce qui donnera l'existence, on vient de le voir, et l'unicité de BP. Bon, j'ai réécrit la dernière phrase parce que je voulais la continuer sur un seul tableau. Les antécédents de Px exposant P-1 par phi dans R de X sont donc les polynômes de la forme, ou les polynômes AP plus K, où K est dans le noyau de phi. C'est-à-dire, et on l'avait dit, les polynômes de la forme AP plus C, où C appartient à R identifié à R0 de X, qui est le noyau de phi. Alors, l'idée c'est que parmi ceux-ci, est-ce qu'il y en a un qui vérifie la condition 3i? Et s'il y en a un, est-ce qu'il y en a qu'un? La réponse est oui. Puisque la condition 3i s'écrit si on prend un polynôme de cette forme, donc BP égale AP plus une constante que j'ai nommée P, parce que là elle va devenir particulière. Quelle constante particulière ici faut-il? Si vous intégrez entre 0 et 1 cette égalité, ça fait intégrale entre 0 et 1 de BP de TDT égale intégrale de 0 à 1 de AP de TDT,
plus CP, hein, parce que l'intégrale de 0 à 1 d'une constante, c'est celle-ci. Autrement dit, il faut CP, l'unique polynôme BP de cette forme vérifiant la condition voulue, c'est celui où CP c'est moins intégrale de 0 à 1 de AP de T dt. Attention, là je suis peut-être allé un peu vite, hein, intégrale de 0 à 1 de CP dt, c'est CP. Bon, ben, ceci assure l'existence et l'unicité. Ceci assure l'existence et l'unicité de la famille des BP, P appartenant à grand N. Alors, ben, on connaît le premier, B0, et puis ben, il nous faut B1, puis après, par récurrence, ben non, peut-être pas par récurrence, avec une petite égalité, les polynômes B2, B3 et B4. Alors, commençons par B1. Eh ben, on refait notre... ici, hein, on peut commencer notre raisonnement avec P égale 1. Donc, B1, c'est quoi? C'est un antécédent de 1 fois X exposant un moins 1. Mais ça fait un antécédent de 1. Mais un antécédent de 1, on connaît. Ben, c'est X. On l'a déjà vu dans la partie d'avant, X est un antécédent de 1. En plus, X est l'antécédent de 1 qui est dans E. Autrement dit, ici, si vous voulez, A1, l'unique antécédent de 1 dans E, c'est X. On l'a vu dans la partie 2. Autrement dit, B1, c'est X plus une constante, avec B1 vérifiant l'égalité intégrale voulue, à savoir constante égale C1, où C1 est l'opposé de l'intégrale entre 0 et 1 de, alors, grand X évalué en T, ça fait T dt. Ça fait moins 1,5. Donc, B1 égale X moins 1,5. Voilà pour le premier B. Alors après, on nous demande d'établir une relation de récurrence entre BP plus 1, BP plus 1 prime. Pas vraiment de récurrence d'ailleurs. Écrire une relation, si regardez, hein, entre BP plus 1 prime et BP. Une égalité liant BP plus 1 prime et BP pour pouvoir déterminer BP plus 1 connaissant BP. Alors on va faire ça, puis terminer le problème. Alors, allons-y pour la question 6b. On nous demande une relation entre la dérivée de B indice P plus 1 et le polynôme BP. Alors d'abord, qu'est-ce qui définit B indice P plus 1? Le fait que son image par phi, c'est P plus 1 fois X exposant P plus 1 moins 1, c'est-à-dire P plus 1 X exposant P. Et son image par phi, en utilisant les notations précédentes, c'est B indice P plus 1 en X plus 1 moins B indice P plus 1. Attention, là j'ai oublié un petit 1, moins B indice P plus 1 en X égale P plus 1 X exposant P. Alors, on va dériver, puisqu'il nous faut une relation liant les polynômes dérivés. Alors, vous savez que c'est de la dérivation formelle, vue dans le chapitre sur les polynômes. Alors, quand on dérive comme ça, là, une composée, on a B' de P plus 1 en X plus 1 fois, je l'ai mis presque pour la forme, la dérivée de X plus 1, qui va être 1, moins B indice P plus 1 prime en X. Vous savez que ça, en fait, c'est B indice P plus 1, là. Le X ne sert à rien. Égale la dérivée de ça, c'est-à-dire P fois P plus 1 fois X exposant P moins 1. Alors, je répète, le crochet, là, vaut 1. Et on peut tout diviser par P plus 1, ce qui donne 1 sur P plus 1, B' indice P plus 1 en X plus 1, moins 1 sur P plus 1, B' indice P plus 1 en X, égale P fois X exposant P moins 1, ce qui est la relation que l'on nous demandait. Alors, en déduire que le polynôme 1 sur P plus 1 BP plus 1 prime, c'est BP. Alors, ça c'est assez simple à comprendre si on interprète bien ce qui est écrit ici, là, ce que j'ai souligné en vert. En fait, ce que j'ai souligné en vert, c'est que l'expression de gauche, c'est l'image
par phi du polynôme bp plus 1 prime. Ça, c'est ce polynôme-là, 1 sur p plus 1 bp plus 1 prime, pris en x plus 1, moins ce polynôme, le même, là, pris en x. Ça veut dire donc que phi du polynôme 1 sur p plus 1 fois b prime indice p plus 1 égale p fois x exposant p moins 1. Alors, pourquoi ça va nous permettre de dire quel est son lien avec bp? Parce que je vous rappelle, bp, par définition, c'est un antécédent particulier de ça, de ce polynôme. Alors vous voyez qu'ici, notre polynôme 1 sur p plus 1, b indice p plus 1 prime, est un antécédent. C'est déjà un antécédent, c'est déjà un bon candidat. C'est un bon candidat pour être b indice p, ce truc-là, puisque c'est l'antécédent du bon objet dans R de x. Reste à voir s'il vérifie la deuxième condition. La deuxième condition, c'est son intégrale est nulle. Alors vous voyez, si on montre que l'intégrale du polynôme qui est dans la parenthèse ici est nulle, ça sera à la fois un antécédent de px exposant p moins 1 avec une intégrale entre 0 et 1 nulle, ça sera donc bp. Et la parenthèse, ça sera bp. Alors, allons-y, j'ai calculé l'intégrale de 0 de 0 à p de 1 sur p plus 1 b p plus 1 prime de t, alors le 1 sur p plus 1 sort. Les variations bp prime plus 1 de t entre 0 et 1, c'est les variations de bp plus 1 de t entre 0 et 1. Ça fait donc bp plus 1 de 1 moins bp plus 1 de 0, bon, divisé par 1 sur p plus 1, ça ne va pas avoir une grande importance. Qu'est-ce que c'est que bp plus 1 de 1 moins bp plus 1 de 0? Il faut se souvenir toujours pareil. Comment a été construit bp plus 1 en utilisant cette égalité-là? Alors cette égalité qui est là, qui est une égalité polynomiale, je peux quand même l'évaluer en 0. Alors regardez, évaluer en 0, ça fait bp plus 1 en 1 moins bp plus 1 en 0 égale 0. Donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur p plus 1 b indice p plus 1 prime de t dt, j'aurais pu le laisser presque comme ça, hop, de t dt égale 0. Conclusion. Le polynôme, ça je vais le souligner parce que c'est important, le polynôme que j'ai ici entre parenthèses est à la fois un antécédent de p x exposant p moins 1 dont l'intégrale est nulle. Alors c'est ce que je vais écrire juste après. Ceci assure que ce polynôme-là, c'est b indice p. Et fini la question. Eh bien, j'ai écrit ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le polynôme 1 sur p plus 1, bp plus 1 prime, c'est le polynôme bp. Soit après multiplication par p plus 1, b indice p plus 1 prime, c'est p plus 1 fois bp. Alors voilà une relation de récurrence qui nous permet de calculer tous les bp. D'ailleurs, parfois c'est ce qui est donné comme définition de la famille des polynômes bp. Elle s'appelle bp parce que c'est ce qu'on appelle les polynômes de Bernoulli. Alors souvent, parfois, elle est donnée comme la famille définie par B0 égale 1, cette relation de récurrence-là, avec la condition intégrale de 0 à 1 de BP de T dt égale 0. Alors, pourquoi ça permet cette relation-là de calculer tous les BP? Parce que si on connaît BP, on connaît BP plus 1 prime, et donc bp plus 1 à constante près. Et ce qui va déterminer la constante, c'est cette propriété-là, qui est vraie pour tout p, p plus 1 aussi, ici. Alors, commençons ce travail, je vous le laisserai finir d'ailleurs. On a vu que b1 c'est x moins 1,5, et b2' c'est 2b1, b2' c'est 2b1, donc b2' c'est 2x plus 1. C'est-à-dire que, en primitive, attention, encore une fois, primitivation, formelle. Alors, B2 c'est x carré moins x plus une constante. Et quelle est la valeur de cette constante que j'ai appelée C2? Ce qu'il faut pour que l'intégrale de 0 à 1 de B2 de t dt soit nulle. C'est-à-dire l'opposé de l'intégrale de 0 à 1 de t carré moins t dt. L'opposé de l'intégrale de 0 à 1 de t carré moins t dt. Alors l'intégrale de t carré entre 0 et 1 c'est 1 tiers, et l'intégrale de t dt c'est 1,5. Autrement dit, là il y a moins 1,5 plus 1 tiers, c'est-à-dire
plus 1 sixième. Et finalement, B2, c'est x carré moins x plus 1 sixième. Mais alors B3, c'est 3B2. B3', pardon. C'est 3B2, et ça, c'est égal à 3x carré moins 3x plus 1 demi. Et donc, alors B3 va être égal, alors là encore en primitive, alors ici il vient 1 tiers d'x cube, donc x cube, moins ici il vient 3 demi de x carré, plus 1 demi de grand X, plus quelque chose que j'appelle C2, non C2 c'est déjà pris, C3 bien sûr, on va l'appeler C3 avec, alors que vaut C3? Ce qu'il faut pour que l'intégrale de B3 entre 0 et 1 soit nulle. Alors là je vous laisse faire le calcul, et C3, on trouve C3 égale 0. D'où donc B3 égale, je le mets où? Je le mets là. B3 égale x cube moins 3 demi de x carré plus 1 demi de x. Alors, je ne vais pas faire le calcul pour B4, vous voyez que c'est la même chose. Hein. Vous avez B4' égale 4B3, vous multipliez tout ça par 4, vous primitivez terme à terme et vous trouvez la constante qui fait que l'intégrale de B4 entre 0 et 1 s'annule. On trouve de même, de façon similaire, alors je vous laisse le faire, on trouve B4 égale quoi? B4 égale x exposant 4 moins 2x cube plus x carré moins 1 trentième. Hop, voilà le quatrième polynôme de Bernoulli. Alors, voilà qui achève notre DL 14, c'était le DL 14. Et puis notre semaine de remise en route. Je reprendrai lundi les cours d'une part sur les matrices et les TD sur le même sujet. Je vous donnerai aussi un DL, cherchez les premiers jours, sur les matrices. Voilà, bon week-end et à lundi.